Merci Marc. Je m'appelle donc Jean-Pascal Fournier, je suis médecin généraliste à Nantes et membre du département de médecine générale à Nantes. Je vais vous présenter le résultat d'un travail qui sort complètement de mes champs de compétences en recherche habituels sur les incidents de sécurité des patients rapportés par les médecins généralistes lors de la première vague de Covid-19. Avant d'aller plus loin, je voudrais avoir moi aussi une grosse pensée pour Hubert Maisonneuve, qui nous manque beaucoup aujourd'hui, et puis je voudrais préciser que j'ai aucun lien d'intérêt en rapport avec ce projet. Alors comme beaucoup de projets qui ont été présentés dans les différentes sessions Covid, le nôtre nécessite de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. On se situe il y a 15 mois, au mois de mars 2020. L'épidémie arrive, se rapproche et nécessite une réorganisation sans commune mesure du système de santé. Tout d'abord à travers la réorganisation des services hospitaliers pour accueillir les patients atteints de Covid. Et puis, parallèlement aux annonces de confinement et aux différentes mesures gouvernementales, la fermeture progressive de cabinets de soins primaires et secondaires. Et puis, dans les médias, dans les réseaux sociaux, autour de nous, on entendait parler de situations assez inhabituelles, un défaut de recours aux urgences, un défaut de recours à la médecine générale, et puis des événements qu'on voyait plus, des péritonites pris en charge par des chirurgiens à des stades extrêmement avancés, qui nous faisaient penser que possiblement cette crise, elle allait générer des événements indésirables, inattendus. Comme tout le monde, j'ai participé à cette inquiétude et quand je suis inquiet, je regarde ce que la recherche en dit. La recherche, les auteurs, ils disent quoi? Ils disent que l'association entre un système de soins sous tension, avec une contrainte externe majeure, comme celle de l'épidémie, ça s'associe systématiquement à une hausse considérable des incidents de sécurité des patients, mais des incidents qui ne sont pas liés à la contrainte externe, des incidents qui sont liés à l'inadaptation du système de santé. Ça, c'était pour la partie pessimiste, verre à moitié vide. Pour la partie verre à moitié plein, l'OMS propose un système d'analyse, de recueil et d'analyse des incidents de sécurité pour prendre des décisions afin de limiter la récurrence de ces incidents. Et puis, il y a des équipes de recherche qui sont internationalement reconnues pour monter des projets dans ce sens-là, et notamment l'équipe du Dr Andrew Carson Stevens à Cardiff, que j'avais identifié tout simplement à travers PubMed. On est le 1er avril, et je prends le service de mon après-midi dans le circuit chaud de ma maison de santé, où finalement, j'ai pas vu grand monde, on était en zone verte, de faible circulation du virus, et j'envoie un mail spontané à Andrew Carson Stevens en lui expliquant un petit peu mes atermoiements, en lui expliquant qu'il y a quelque chose qui nous échappe et qu'on aimerait bien monitorer ces éventuels incidents. L'horaire est important, 13h51, réponse d'Andrew Carson Stevens qui nous dit « Oui, on pense pareil, oui, il y a possibilité de monitorer tout ça, oui, on se met à votre disposition, est-ce que vous êtes disponible pour un Skype cet après-midi » 15h, Skype, 18h, réponse du docteur Andrew Carson Stevens qui résume à peu près l'ensemble des points à travailler pour avancer un peu plus loin. Le 9 avril, on lui envoie un premier protocole préparé par nos soins. Le 10 avril au matin, le protocole est amendé et nous nous sommes lancés dans ce projet ayant pour objectif de recueillir et d'analyser les incidents de sécurité des patients, ce qu'on appelle en France les événements indésirables, identifiés par les médecins généralistes lors du début de cette épidémie. Alors pour ça, on a utilisé une étude multiméthode, séquentielle, qui nécessite 1. De recueillir les événements, 2. De les analyser, 2. De les coder, et 3. De les analyser. Alors en termes de recueil de données, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu créer, en urgence, en tout cas rapidement, une plateforme de recueil des incidents. Alors cette plateforme, elle a été constituée par un informaticien du CHU qui a été mis gracieusement à notre disposition, et il y avait 3 parties dans cette plateforme qui prenaient l'apparence d'un site web. Tout d'abord, on rappelait aux participants éventuels la définition des incidents de sécurité des patients, on recueillait leurs caractéristiques, et puis on recueillait les caractéristiques des incidents, à la fois leur type, leur mécanisme, leur sévérité, les facteurs favorisants, et puis on avait la possibilité pour les participants de nous donner leurs coordonnées, de façon à ce qu'on les contacte en cas d'informations manquantes. La seconde partie, c'était de solliciter des déclarations, et pour ça, le CNGE nous a mis à disposition la liste de diffusion des contacts du CNGE, qui représente à peu près 16 000 contacts, et dans un courrier électronique, nous avons proposé aux médecins généralistes de rapporter ces événements indésirables, encore une fois, qui n'étaient pas liés à la prise en charge de la Covid-19, mais liés à cette crise sanitaire. On avait prévu d'éventuelles relances, on a cherché d'autres possibilités de diffuser l'étude également.
Et puis, encore une fois, je vous ai dit, ça sort totalement de mon champ de compétences. Il a fallu qu'on se forme au codage des incidents et à leur analyse. Et donc, l'équipe de Cardiff nous a mis à disposition tout un tas de référentiels. Encore une fois, le référentiel de l'OMS et le référentiel du Royal College des General Practitioners. Ce que nous avons utilisé comme méthode d'analyse, c'est le modèle récursif d'analyse d'incidents, dont je reviendrai en détail tout à l'heure à travers un exemple. Et puis, il a fallu s'appliquer à explorer la classification internationale des incidents de sécurité de l'OMS, telle qu'adaptée par l'Université de Cardiff pour les soins primaires. Dans cette classification, eh bien, les incidents ils sont classés dans 10 domaines différents. Les facteurs contributifs aux incidents dans 4 domaines, centrés patients, centrés soignants, centrés sur le matériel et l'équipement ou à l'organisation du travail. Et puis on s'attache à coder les conséquences pour le patient, soit qu'il n'y en ait aucune parce que l'incident a été identifié et a été corrigé avant qu'il y ait des conséquences, soit des préjudices cliniques, non cliniques, organisationnels, mais également des préjudices pour le soignant et les équipes. Et puis à chaque fois, coder la sévérité en fonction de différents critères, des hospitalisations, des chirurgies en urgence, voire les décès. Chaque cas a été codé en double aveugle par 2 chercheurs de l'équipe sur la plateforme sécurisée qui, là encore, a été mise à disposition gracieusement par l'Université de Cardiff. Nous sommes réunis extrêmement régulièrement pour discuter des cas, notamment en cas d'incertitude. Nous avons créé des nouveaux codes lorsqu'ils n'existaient pas dans la classification et puis nous bénéficions régulièrement de l'expertise externe d'Andrew Carson Stevens, toujours lui. Alors un exemple de codage pour une des situations qui nous a été rapportée, il s'agit d'un patient qui a été opéré juste avant l'annonce de confinement d'une amputation du membre inférieur pour une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Et son angioscanner de contrôle devant des signes possiblement de subaigus a été annulé parce que le service d'imagerie local a fermé du fait de la Covid-19. Ce patient a revu malgré tout son médecin, mais qui était extrêmement préoccupé par la prise en charge de l'épidémie et n'a pas pensé à lui demander, mais au fait, l'examen, est-ce que vous l'avez passé? Il a été revu à nouveau, mais cette fois-ci par un remplaçant, parce que le médecin était malade. Et au bout du compte, on se rend compte que l'examen n'a pas été fait, il est reprogrammé, et le patient présente en fait une thrombose avec des signes de surinfection du Scarpa, il est hospitalisé à nouveau en urgence. Comment est-ce que ça se code? Vous voyez ici en bleu le chaînage des incidents, et vous voyez en bleu pâle les facteurs contributifs, notamment liés à la crise sanitaire, mais des facteurs contributifs plus classiques, le fait que le patient soit vu par différents médecins, ou des facteurs centrés patients comme ses antécédents, ou le fait qu'il sorte de chirurgie. Dans ce cas-là, le préjudice est codé comme sévère du fait de l'hospitalisation en urgence. Et donc nous avons codé un à un systématiquement tous ces cas de la même façon. Vient ensuite la phase d'analyse, et même elle se fait en parallèle. L'analyse, elle repose sur quoi? Sur l'identification de signaux dits prioritaires, soit du fait qu'il y a une fréquence élevée de relations entre des incidents et des facteurs contributifs spécifiques, soit du fait de la sévérité du préjudice, on va s'intéresser forcément aux événements les plus graves, soit parce qu'il s'agit d'événements attendus, soit à l'inverse qu'il s'agisse d'événements inattendus. Donc c'est toujours une gymnastique dans cette analyse. Et puis, l'OMS recommande systématiquement dans ce type d'études de proposer des recommandations, de façon à ce que les incidents, on puisse contrôler leur éventuelle récurrence. Donc ces recommandations, elles se basent sur quoi? Sur la littérature, sur les connaissances des experts, et puis notre propre connaissance du contexte, qui était vraiment primordiale dans ce contexte de première vague. On a enregistré notre protocole de façon prospective et obtenu un avis favorable du comité d'éthique, et donc nous sommes lancés. Voilà les principaux résultats. Je vous rappelle encore une fois, 16 000 contacts à qui le 28 avril on a envoyé ce courriel de sollicitation pour obtenir 96 déclarations. On a refait une relance devant ce faible chiffre le 28 mai, et là cette fois-ci on en obtient 46. Sur ces 142 déclarations, il y en a une dizaine qu'on a exclues, soit parce que tout simplement il n'y avait pas d'incident rapporté, soit que les détails étaient insuffisants et qu'on n'a pas réussi à rentrer en contact avec le déclarant, soit qu'il s'agissait d'un incident qui était réellement lié à la prise en charge d'une infection Covid-19, ou qu'il s'agissait d'un événement purement intra-hospitalier. Et donc au total, nous avons 132 incidents de sécurité des patients non Covid-19 rapportés par les médecins généralistes et que nous avons analysés. Qu'est-ce qu'il ressort de cette analyse? Eh bien, je vais vous présenter les résultats de la même façon que sur l'infographie qu'on a transmis par la mailing list du CNGE en novembre dernier. On a 132 déclarations, donc ça correspondait à 247 incidents total, notamment puisqu'il y a 115 chaînes d'incidents, de 63 facteurs contributifs, dont 2 tiers étaient centrés sur les patients et 1 tiers sur les facteurs organisationnels. Le premier domaine, donc je le disais, le principal, c'était celui du retard de diagnostic et d'évaluation. 2 situations se dégageaient. Tout d'abord, les situations d'urgence, incluant des accidents vasculaires cérébraux, vus tardivement, des infarctus du myocarde ou des fractures.
Et puis le domaine des cancers, avec 10 situations qui traitaient de retards de diagnostic initiaux ou de récidives de cancer pendant cette première vague. Quels étaient les facteurs contributifs liés à ces situations? Eh bien, des facteurs centrés essentiellement patients, et notamment l'évitement des systèmes de santé, que ce soit à l'hôpital, mais également nos cabinets de médecine générale, par peur d'attraper la Covid-19. Et puis, également, par peur de déranger le médecin généraliste. Dans une dizaine de situations, des patients avaient la perception que leur médecin généraliste était débordé par la gestion de l'épidémie. Dans 4 cas, des erreurs liées à la téléconsultation qui ne permettaient pas une évaluation suffisante des patients, notamment dans le cas d'une fibrillation auriculaire compliquée d'AVC ou des fractures qui passaient pour étant des entorses par défaut d'examen clinique. Et puis, les principaux facteurs contributifs, c'était tout simplement la fermeture non coordonnée des services de santé, dont notamment les services d'imagerie. Le préjudice était variable, avec des détériorations de la situation clinique initiale, nécessitant des hospitalisations et dans 2 cas, des décès. Deuxième domaine, c'était le retard de traitement non médicamenteux dans 22 situations. Et ça incluait tout un tas de procédures, notamment des chirurgies, des fibroscopies, des séances de rééducation chez les kinésithérapies, des cures, des post-cures, des hospitalisations, des soins à domicile, des dialyses, qui étaient soit tout bonnement annulées sans que le médecin généraliste soit au courant, soit reportées, mais là encore avec défaut d'information. Les facteurs contributifs, c'est tout simplement la fermeture des services de façon non coordonnée, et dans 4 cas, la fermeture des cabinets de kinésithérapie. Les préjudices étaient variables, avec des hospitalisations et puis des phénomènes de douleur persistantes pour les patients, de décès là encore. Troisième domaine, c'était un domaine des événements qui étaient liés uniquement à un strict confinement au domicile, c'est-à-dire une application trop importante du confinement. Et là, on retrouve comme type d'incident des syndromes confusionnels chez les personnes âgées, des récidives de dépression, d'anxiété ou de violence intrafamiliale. 2 types de facteurs contributifs centrés sur les patients, soit tout simplement des antécédents d'anxiété et de dépression, mais également des antécédents de troubles d'usage de l'alcool ou d'addiction. L'âge des patients, cette fois-ci, ressortait clairement avec des patients qui étaient fragiles à domicile ou voire présentant des troubles cognitifs. Deuxième domaine, c'était des facteurs contributifs liés à des problèmes familiaux, soit d'un côté l'isolement vis-à-vis des proches du fait du confinement, qui entraînait une détérioration de l'état, soit à l'inverse des violences intrafamiliales précédant le confinement et qui ont été aggravées par le confinement strict. Là encore, 14 hospitalisations et 2 décès. Enfin, 4e domaine, c'était les événements en lien avec des médicaments. Alors il incluait là encore tout un tas d'incidents, notamment des arrêts inappropriés de médicaments, les anti-inflammatoires chez des patients qui en avaient la nécessité, qui ont été arrêtés sur des conseils par exemple d'un médecin du travail, ou les immunosuppresseurs ou des chimiothérapies sur lesquelles les patients ne sont tout simplement pas allés à leur chimiothérapie de peur d'attraper le Covid. Là encore, un facteur centré patient, confinement strict au domicile aggravant la situation, et puis parfois la propre décision du patient dans un désir d'autonomie. Et puis on retrouve des problèmes de communication entre les soins primaires et secondaires. On pense notamment à un patient dont la C2S arrivait à expiration en plein pendant le confinement, qui n'a pas pu renouveler ses droits, qui n'a pas pu aller rechercher ses médicaments pour l'asthme, qui fait une crise d'asthme et doit être hospitalisé. Cette fois-ci, des préjudices moins sévères, plus hétérogènes et aucun décès. Alors, forcément, depuis, ces données, elles ont été largement retrouvées dans différents travaux de la littérature, dans les médias. Ce qui était intéressant, c'est que très précocement dans l'épidémie, on avait retrouvé un article de Gandhi qui avait déjà subodoré les 6 domaines majeurs de complications non liées au Covid, d'événements indésirables. Donc les erreurs et retards de diagnostic, on les a bien confirmées désormais. La peur de contracter le Covid, c'est réellement un facteur qui a favorisé massivement, mais pas qu'en France, des événements indésirables dans le cadre de cette première vague. Les erreurs avec la téléconsultation, on pourrait revenir dessus, elles ont engendré des situations à risque. Ce qui est plus étrange, c'est que la peur de déranger les soignants, on l'a moins retrouvée pour l'instant dans la littérature, et également en termes d'incidents liés aux arrêts des soins de kiné. Et pourtant, nos kinésithérapeutes nous racontent qu'ils sont encore en train de prendre en charge des raideurs de chirurgie qui ont eu lieu avant le confinement et qui n'ont pas pu bénéficier de soins de kinésithérapie. Alors, oui, c'est facile de dire ça, mais cette étude, elle souffre d'un principal limite qui est
tout simplement sa faible puissance. On a une très très faible participation, on pourrait revenir dessus. D'autres études qui ont utilisé les mêmes canaux de communication ont des participations bien plus fortes. Pardon. Ça vient très probablement du fait que notre courriel était très très mal rédigé, que notre plateforme de recueil était extrêmement laide. Mais ça tient aussi du fait qu'en France, on a un défaut de culture d'analyse des incidents de sécurité des patients. Marc Chanelière en parlerait nettement mieux que moi. Et puis il y a la variabilité dans la qualité des déclarations, probablement des biais aussi, des biais de médiatisation. On a parlé des AVC et des infarctus très précocement dans la première vague. Ce n'est pas forcément étonnant que du coup ce soit ce type d'événement qu'on nous ait rapporté. Malgré ça, on s'est engagé à essayer de définir des pistes d'amélioration, parce que je l'ai entendu dans toutes les sessions dans lesquelles je suis allé sur la Covid, des crises, il y en aura d'autres. Donc il faut réfléchir à comment améliorer la qualité des soins en temps de crise. Alors, Aline nous a présenté des pistes. On peut proposer quand même une communication renforcée sur la réorganisation de nos cabinets de médecine générale. Finalement, on a mis énormément de choses en place, mais nos patients étaient-ils seulement au courant ? Il aurait fallu, plus précocement, sans doute, encadrer la téléconsultation sur une mise à disponibilité massive, notamment par toutes les boîtes à clics, mais qui n'ont pas encadré du tout les circonstances d'utilisation. Et puis, tardivement, on nous a proposé de façon proactive de contacter nos populations vulnérables, alors à l'aide de certains indicateurs, comme les listes d'ALD, comme les âges, mais on a oublié, par exemple, les patients en situation d'addiction, les patients en situation de handicap, les patients en situation d'isolement. Je pense que là encore, une fois, on aura l'exemple de possibilités de contact proactif de populations vulnérables qui va nous être illustré un peu plus tard. Et puis, le maintien nécessaire, à minima, coordonné de soins essentiels, notamment les soins de kinésithérapie qui ont été vraiment les grands oubliés de cette première vague. Et puis enfin, un cinquième axe, c'est très probablement l'amélioration du système de déclaration des événements indésirables. Je vous ai dit qu'on avait eu 132 déclarations sur 2 mois. Il faut garder en tête qu'en 2019, c'est moins d'une trentaine de déclarations d'événements indésirables qui sont émises par les soins primaires et collectées au niveau national. Finalement, on n'a peut-être pas fait si mal que ça. Bon, cette conclusion, je vous la propose en guise d'enfonçage de porte ouverte. C'est sans doute une conclusion qui est un petit peu vaine maintenant, 15 mois après ces événements-là. On peut se poser la question même de la pertinence de cette étude. Voilà, je vous laisserai juger de sa pertinence. Je voudrais en profiter quand même pour remercier le type le plus sympa du monde en 2020-2021 qu'il m'était donné de rencontrer uniquement virtuellement, sans qui rien de tout ça n'aurait été possible. Merci Andrew Carson Stevens. Merci également à Jean-Baptiste, Jérôme, Sandrine, Anaïs et Benoît qui ont donné de leur temps, en plus de leurs activités habituelles, pour participer à ce projet. Je voudrais remercier également les gens qui nous ont donné un coup de pouce à un moment ou à un autre pour accélérer la mise en place de ce projet, notamment le CNGE, plus particulièrement Olivier Saint-Lary, au collège, Paul Frappé, les gens de Covigie, les gens de notre cellule d'appui Calirel, Marc Chanelière, Jean Bramy pour leurs conseils. Voilà, je vous remercie aussi, bien évidemment, les 103 médecins généralistes qui ont pris le temps de nous confier ces données pour qu'on puisse les analyser. Je vous remercie de votre attention. Pour ceux qui sont intéressés, la publication plus détaillée de ces résultats sera disponible dans les semaines qui viennent dans le JGP, et on travaille avec Jean-Pierre Lebout à la possibilité de l'adapter pour exercer. Merci à tous. Bonjour, Dr Niagoye Monica, jeune médecin généraliste dans le 77. Je ne savais pas qu'il y avait un système de déclaration d'effets indésirables en métier. Je pense que vous n'êtes pas la seule. Voilà. Et dans les perspectives de ce travail, est-ce qu'on pourrait imaginer que par le biais de CNGE ou du collège, on pourrait favoriser, encourager un système de déclaration et qu'on présente des données à chaque congrès pour améliorer notre pratique? Encore une fois, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la question. Peut-être que Marc y répondrait mieux pour moi. Clairement, la réponse est oui. Quand on voit ce que produit en Grande-Bretagne les équipes qui travaillent sur ce sujet-là, et surtout les changements rapides qu'ils proposent au système, bien évidemment que ce serait informatif. Voilà. Après, le comment, je ne sais pas encore exactement. Je crois qu'on va essayer de continuer à travailler un peu dans cette possibilité, notamment avec l'équipe de Cardiff. Je crois qu'il y a quelque chose à faire. Je vous rejoins sur ce commentaire-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Jean-Pascal, c'était vraiment super.
132 sur 16 000, ça fait moins d'1%. C'est pas énorme quand même. Mais est-ce qu'il y a, la première question, c'est est-ce qu'il y a moyen d'approcher la réalité, c'est-à-dire d'envisager la sous-déclaration, c'est-à-dire que de l'évaluer en fait, hein, cette sous-déclaration, de manière à redresser, parce que c'est un chiffre important quand même. La deuxième chose, c'est la contrainte externe, c'était 2 mois. Il faut que cette contrainte soit constante. C'est-à-dire que là, on a une contrainte, c'était en avril-mai l'année dernière. Donc, il commençait à y avoir une décrue et une peur, bon, avec le confinement. Mais il faut qu'elle soit, pour la suite, qu'elle soit toujours la même. Voilà, ma deuxième question. Et ma troisième question, c'est le lien avec la NSM et les autorités de santé. Comment tu envisages la suite? Merci Henri. Alors, je ne me souviens plus de la première question, donc je vais répondre à la deuxième, à moins que ce soit la troisième. Peut-être qu'il faut que tu restes près du micro. Oui, en effet, on est sur un temps très contraint. Alors, il y a un biais de mémorisation. Comme les généralistes, on leur a demandé de déclarer les événements indésirables qu'ils avaient vus depuis le 13 mars. Forcément, ils nous les déclarent en avril, ils nous les déclarent en mai. On peut se poser la question, du biais de mémorisation, et puis, encore une fois, d'autres biais, comme la médiatisation. Non, je n'ai pas de moyen de le contrôler. On n'a pas suffisamment non plus de déclarations pour regarder s'il y a un effet de temporalité. Donc ça, je ne peux pas le contrôler. Il faudrait un système qui enregistre les événements indésirables en continu. En Grande-Bretagne, ils ne s'en sont pas encore là d'analyser ces données-là. Ils vont le faire, mais avec un an de retard. Donc on aura ces réponses-là, mais pas dans notre étude. Le deuxième, le lien avec la NSM. Alors la NSM, on a une grande culture de pharmacovigilance en France. Les événements indésirables médicamenteux, on sait bien les analyser. Mais là, on parle vraiment, et pour connaître maintenant finalement un peu les deux systèmes, d'un système d'analyse qui est complètement différent. On n'est plus sur de l'imputabilité. On est vraiment sur du chaînage, sur des facteurs contributifs qui ne peuvent pas se résumer à la pharmacocinétique, à la pharmacodynamie. Donc il faut qu'on développe une expertise aussi dans le domaine de l'analyse. Et encore une fois, il faut que ça émerge du soin de premier recours. Il faut que ça émerge à la fois de nous, mais aussi des kinés, des infirmiers, des sages-femmes, parce que ce n'est pas l'hôpital qui le fera pour nous. Et actuellement, encore une fois, dans le système d'analyse d'événements indésirables, on est sur des analyses d'événements indésirables intra-hospitaliers, avec un système d'analyse qui est assez restreint. Donc je ne pense pas que le rapprochement avec la NSM soit judicieux dans cette thématique-là. Peut-être dans le fait pour s'appuyer plutôt plus sur la culture de la déclaration. Encore une fois, la NSM, ils savent aussi que dans les événements indésirables médicamenteux, la sous-déclaration, elle est largement présente. Et puis, je ne me souviens plus de la première question, donc je vais te demander de la répéter, s'il te plaît. Non, c'était l'histoire de la contrainte externe qui doit être la même. C'est un peu... c'est très difficile, ce type de recherche, parce que le sol est mou, en fait. Oui, le sol est mouvant, tout à fait. Oui. Voilà. C'est ce qui fait qu'au bout d'un mois, j'avais envie d'arrêter en me disant, mais finalement, le problème est déjà en train de changer. Alors, on a essayé de lancer une relance sur le deuxième confinement en décembre. On a récupéré une trentaine de déclarations. Les cas qu'on nous rapportait, c'était en rapport avec le premier confinement. C'est-à-dire que les gens voyaient encore des conséquences du premier confinement. Clairement, on n'était pas appareillé pour pouvoir recueillir plus, analyser plus. Il aurait fallu quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Voilà, on va dire que c'est une étude parmi toutes celles qui vont décrire ce qui s'est passé en soins de premier recours. Je pense qu'avec un peu de recul, on dira que c'était peut-être vraiment une vision très très parcellaire. Mais encore une fois, j'aimerais que ça nous encourage à aller un peu plus loin collectivement.